Très bien, bonsoir à tous, chers amis DCF. J'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous accueillir pour la deuxième webconférence animée par Jean Muller sur la thématique, donc, un sujet d'actualité, la crise sanitaire et ses conséquences économiques. La première webconférence que nous avons organisée jeudi dernier a réuni plus de 350 inscrits. Elle a été très appréciée au vu des messages que nous avons reçus. C'est pourquoi nous avons proposé une deuxième session pour ceux qui n'avaient pas pu se connecter jeudi. Donc, bienvenue. Durant cette période, nous allons vous proposer des webconférences hebdomadaires d'un format de 20 minutes et la prochaine donc, se déroulera demain, mardi 7, avec Christophe Hague. Comme Anas vous l'a dit en aparté, ces webconférences sont, vous avez la possibilité de poser des questions avec donc, le bouton qui est en bas où il y a écrit questions-réponses. Les questions donc posées à Jean et à côté, il y a un chat où on peut échanger entre personnes qui assistent à la conférence. Voilà, donc vous n'avez pas la vidéo et pas non plus de micro. Désolée. Et voilà, donc je pense qu'on va pouvoir démarrer. Donc, nos conférences à tous. Et puis, je passe la parole à Jean. Merci beaucoup, Françoise. Donc, quelques éléments, effectivement, quelques précisions. Je vous salue toutes et tous. Je vous remercie chaleureusement d'avoir rejoint cette webconférence. C'est vrai qu'on l'a initialement organisée parce que le hasard a fait qu'on a eu deux idées au même moment, puisque lorsque nous avons décidé de mettre en place ces webconférences, DCF Paris avait mis en place également un programme de webconférence et je trouve que c'est une initiative formidable, donc je voudrais les en féliciter. Et le hasard a fait que les deux premières se déroulaient au même moment, donc il était difficile, même si je sais que vous avez le don d'ubiquité, d'être présent sur ces deux webconférences. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité proposer une nouvelle session, bien entendu, qui est ouverte à toutes et à tous, et on est ravis que vous soyez présents. Donc, le sujet, effectivement, c'est pendant une grosse demi-heure d'évoquer avec vous la crise sanitaire, ses conséquences économiques. Ce que l'on a fait ces derniers jours, c'est d'essayer d'agréger un maximum d'éléments, à la fois pour qu'on puisse bien poser le sujet, de quoi parle-t-on lorsqu'on parle de crise sanitaire, et quelles sont d'ores et déjà les conséquences économiques actuelles et probablement celles qui nous attendront en fin de confinement. Et puis, c'est une question qu'on doit toutes et tous se poser, c'est finalement quel est le rôle du dirigeant dans ce contexte, quelle posture adopter, quelles décisions prendre dans notre vie de dirigeant et plus particulièrement de dirigeant commercial. Et puis, nous finirons par une conclusion sur le sens de l'engagement DCF dans ce contexte bien particulier. Donc, vous avez, avec la slide que vient de vous passer Anas, donc le plan de l'intervention. Je voudrais d'abord commencer par, au-delà de vous avoir remercié, de vraiment vous demander de prendre soin de vous, chacune et chacun d'entre vous, que ce soit à titre personnel pour vous, mais aussi pour tous vos proches. On vit un moment particulièrement inédit, extrêmement difficile, très anxiogène et doublement anxiogène, j'ai envie de dire, à la fois dans nos vies personnelles, et aussi évidemment dans nos vies professionnelles. Et ce qui probablement renforce notre angoisse, c'est ce sentiment incroyable d'incertitude. D'abord parce que cette crise, on ne l'a pas vu arriver, on en reparlera, mais parce que au moment où on se parle, on ne connaît pas du tout le scénario, on ne connaît pas la fin du scénario, on ne connaît pas la fin du confinement, la forme qu'elle va prendre. Et tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que, et c'est quelque chose de probablement unique, à l'échelle de notre civilisation, c'est qu'aujourd'hui, on a 50% de l'humanité qui est confinée. Nous sommes plus de 3 milliards dans cette situation. Alors, ce qu'on peut peut-être dire avec quelques jours, quelques toutes petites semaines de recul, c'est qu'on a probablement été tous dans le déni de la gravité de cette crise sanitaire et surtout des risques encourus. Malheureusement, on a sans doute toutes et tous dans notre entourage des gens qui qui sont atteints, ou certains qui sont encore au moment où on se parle en grand risque. Et évidemment, je ne peux que renouveler les encouragements à l'extrême prudence et pour cela à une limitation la plus absolue de absolument toutes les sorties. Alors c'est vrai que nous, les commerciaux, les dirigeants commerciaux, on adore le contact humain et donc probablement qu'on souffre un peu plus que d'autres de cet isolement parce que
On n'en est absolument pas coutumier, on n'y est absolument pas préparé. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, on ne peut pas ou on ne peut plus prendre le moindre risque pour nous-mêmes et pour nos proches. Et que probablement, et que même assurément, en tant que dirigeant, on doit être exemplaire en matière de citoyenneté, de respect des gestes barrières, des éléments de distanciation pardon, pour évidemment limiter non pas la contagion, mais l'hypercontagion. Parce qu'on sait peu de choses, mais dans les peu de choses que l'on connaît, on sait qu'aujourd'hui, cette maladie est hyper contagieuse. Elle est à tel point hyper contagieuse qu'aujourd'hui, d'après les études de l'Imperial College, on serait déjà un Européen sur 20 à avoir été infecté. On serait déjà dans les 11 plus grands pays d'Europe, 18 millions de personnes à avoir été infectées par cette maladie. Et ce qui est très aussi surprenant et caractéristique, c'est que si cette crise elle est mondiale, elle n'affecte pas de la même façon les différentes populations. Je vais vous citer 4 chiffres européens. En matière d'infection, 0,7% de la population allemande serait infectée au moment où on se parle, 3% de la population française, 9,8% de la population en Italie et 15% de la population en Espagne. Donc vous voyez que les taux d'infection sont extrêmement variables selon les pays dans une géographie, puisque là on a parlé de 4 pays qui ont tous des frontières, qui sont tous frontaliers aux nôtres. Et comme je le disais, malheureusement, eh bien, ce sont les plus fragiles d'entre nous qui sont les plus exposés. Et plus que jamais, il convient de les protéger. Je pense évidemment à tous les seniors qui ont vraiment besoin de notre attention et pour lesquels nous devons véritablement faire en sorte qu'ils soient archi protégés parce qu'ils sont hyper exposés, autant protégés qu'ils sont exposés. Et c'est vrai que même si nous sommes des acteurs de la vie économique, nous sommes situés en première ligne, que nous adorons faire du business parce que c'est quelque chose qui fait partie de nous. La question, c'est fallait-il prendre conscience que la santé était notre premier actif et notre capital numéro un. Donc, je voudrais finir cette introduction en valorisant le travail et l'action de toutes les femmes et de tous les hommes de l'ombre qui, au moment où on se parle, continuent à prendre des risques à la fois pour notre santé et pour notre propre confort matériel. Je pense évidemment à tous les soignants, les transporteurs, les livreurs, les caissières, les employés de la distribution, les éboueurs, enfin, bref, tous ces métiers dont on ne parle jamais et qui nous démontrent à quel point ils sont vitaux pour notre propre survie. Alors, c'est vrai que souvent, nous, la tentation, c'est qu'on pense que les commerciaux, les dirigeants commerciaux, on est des acteurs de l'ombre, que nos métiers devraient être davantage valorisés. Là, aujourd'hui, on prend conscience que certains métiers qui sont encore plus ingrats, beaucoup plus ingrats que le nôtre, sont des métiers essentiels. Et c'est vrai qu'au moins, cette crise nous aura permis de prendre conscience qu'il faut véritablement valoriser le travail de ceux qui sont en train d'organiser notre propre survie. Donc voilà pour ce qui concerne les chiffres que je voulais partager avec vous en termes de crise sanitaire. Probablement, vous les connaissez, mais il était peut-être nécessaire en introduction de poser le sujet. Quelles sont désormais toutes les conséquences économiques? Alors, cette pandémie, elle est assurément aujourd'hui à l'origine de la troisième et la plus grave crise économique, financière et sociale du XXIe siècle, ou on va dire des dernières années. Et après les attentats effectivement du 11 septembre et de la crise financière de 2008. Et probablement qu'elle est déjà comparée, elle sera peut-être même plus forte encore que la crise de 1929. Donc il n'est pas inintéressant de constater qu'il y a quelques semaines encore, le 30 janvier, nous fêtions les 90 ans du mouvement DCF. Le mouvement DCF est né le lendemain, en 1930, le lendemain de la crise de 1929. Et probablement, bien, ce mouvement devra se réinventer 90 ans plus tard, après cette crise si singulière et si particulière, en tout cas qui sera probablement semblable, voire plus forte, dont les effets seront encore plus forts que ceux de la crise de 1929. Alors, le choc, il est double. On a d'un côté un arrêt de la production dans tous les pays qui sont touchés, là où les populations sont confinées, donc elles ne produisent plus. L'appareil industriel est arrêté. Ça porte évidemment un coup aux chaînes d'approvisionnement dans le monde entier. Et puis, le double choc, c'est un choc de consommation, puisque là aussi, la consommation est arrêtée. La consommation, dans tout un tas de secteurs d'activité, elle est réduite à néant. Et ce double choc, vous pouvez vous imaginer à quel point il est très, très lourd
de conséquences pour un très grand nombre d'entre nous de secteurs d'activité qu'on connaît bien. Alors, le taux de létalité, c'est-à-dire le taux qui risque d'entraîner la mort du Covid-19, il est de 3,5% dans le monde. Et selon l'OMS, il est 35 fois plus important que la grippe sanitaire. Donc, quand je vous disais tout à l'heure qu'on avait été dans le déni, c'est parce qu'on avait considéré, alors qu'on avait cette crise qui était là, on voyait la forme qu'elle prenait dans un pays comme la Chine, qui est la deuxième puissance économique au monde. Eh bien, on s'est dit encore, au moment où on se parlait, ou la dernière fois probablement que nous nous sommes réunis de manière nombreuse le 30 janvier, eh bien que finalement, c'était peut-être une nouvelle grippe, en tout cas, en tout état de cause, que les effets du Covid-2019 ne seraient pas supérieurs à celui d'une grippe saisonnière. On sait qu'aujourd'hui, le taux de létalité est de 35 fois supérieur. Et le taux de mortalité, il est très élevé, puisqu'il est de 3,6% pour les sexagénaires. Ça veut dire que 4 sexagénaires sur 100 qui vont contracter la maladie vont en mourir. 8% pour les septuagénaires, 8 sur 100 vont en mourir, et 15% pour les plus de 80 ans. Donc évidemment, ces populations sont extrêmement exposées. Et donc, au moment où on se parle, eh bien, il y a déjà eu 68 000 morts dans le monde, 8 000 en France, 12% de la population qui est décédée du Covid-2019 a été en France. Et au moment où on se parle, on a en France 7 000 patients qui sont en réanimation. Hier, 357 de nos concitoyens sont partis. C'est encore beaucoup, mais, et c'est une première lueur d'espoir, ce chiffre il a baissé de moins 20% par rapport à la veille, au chiffre de samedi. Donc la vraie question, on ne peut pas encore y répondre, est-ce que nous sommes arrivés à un premier plateau? Est-ce que nous avons touché le seuil maximum? Est-ce que la pandémie est en recul? Évidemment, on le souhaite, mais on ne le saura que dans quelques jours. Et finalement, qu'est-ce qui se joue aujourd'hui? C'est particulièrement criant dans deux régions qui sont l'Est de la France et l'Île-de-France. Eh bien, c'est une course de vitesse entre la propagation de la maladie et la capacité de notre système de santé à l'absorber. Puisqu'on est aujourd'hui quasiment, en tout cas au moins dans ces deux régions, à 100%, quasi 100% des personnes que l'on peut absorber en matière de réanimation. Et quel est le risque? Et c'est pour ça qu'on aimerait effectivement être au moins à un plateau où que le nombre d'admis en réanimation baisse. Eh bien, le risque, c'est que notre système de santé, il sature, il explose, et à partir de ce moment-là, eh bien, c'est des centaines, voire des milliers de personnes qui mourront et qui mourront à domicile parce qu'on ne pourra plus les accueillir, on ne pourra plus leur amener des respirateurs, les mettre en réanimation, et là, ce sera un véritable chaos social. Donc, évidemment, tout le monde espère qu'on ne sera pas dans ce scénario-là, mais au moment où on se parle, il n'est pas encore totalement exclu. C'est pour vous dire à quel point, et je me suis permis d'insister peut-être un peu lourdement, il convient de respecter absolument les mesures de distanciation. Alors, cette crise, elle va durer des semaines, des mois. On ne sait pas encore quand le pic épidémiologique sera attendu. Mais donc, voilà maintenant ce qui va se passer ce qui se passe en matière de crise économique. Alors d'abord, je pense qu'il y a, je voulais partager avec vous 3 facteurs qui sont malheureusement des facteurs d'accélération de ce qu'on appelle la spirale dépressive. Le premier d'entre eux, c'est les États-Unis. Pourquoi? Parce que les États-Unis, vous le savez, c'est la première puissance économique mondiale. Et parce que si nous avons été dans le déni, les États-Unis l'ont été, et que probablement ils n'ont pas suffisamment sérieusement anticipé le coronavirus, alors que les États-Unis, c'est aujourd'hui le principal épicentre de l'épidémie mondiale. C'est aux États-Unis que l'impact pourrait être le plus grave, notamment par la faute du délabrement de leur système de santé. Où, je vous le rappelle, 25 millions d'Américains ne sont pas aujourd'hui couverts médicalement. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas et qu'ils n'iront pas à l'hôpital. Le deuxième élément concernant les États-Unis, c'est qu'il y a une psychologie américaine qui est propice à la surréaction en matière de risque. Le troisième, c'est que l'économie américaine, elle a été, lors des 10 dernières années, gavée aux stéroïdes. Aujourd'hui, les États-Unis sont à bout de souffle de leur cycle de croissance économique, qui est le plus long de leur histoire. Jamais les États-Unis n'avaient connu un cycle aussi long de croissance économique. Et les États-Unis, qui étaient quasiment en plein emploi, puisque le taux de chômage avant la crise du coronavirus était de 3,5%, eh bien, le chômage va doubler en avril. Il va être multiplié par 2, il va passer à 7%.
ce sont 6,65 millions d'Américains qui ont d'ores et déjà fait une demande d'inscription au chômage. Et les chiffres qui nous sont communiqués aujourd'hui, c'est que très vite, dans le courant, dans les mois qui viennent, les États-Unis, qui étaient au plein emploi, qui étaient à 3,5% de chômage, pourraient monter à 30% de chômage. Donc, vous imaginez l'impact pour la première puissance économique mondiale et ses conséquences sur l'économie globale. Puisque d'après la Fed, la Banque fédérale américaine, 10% des Américains, c'est-à-dire qu'on parle de 30 millions de personnes, ne savent pas faire face à une dépense inattendue de santé ou d'autres de 400 $. C'est-à-dire qu'on a 10% de la population qui ne peut pas vivrait très difficilement s'il y a une perte de revenus à hauteur de 400 $. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on en parlera, mais dans les mesures mises en place par le gouvernement américain, un chèque de 1 200 $ pour les foyers qui ont un revenu inférieur à 75 000 $. Parce que véritablement, c'est un chaos social qui pourrait frapper les États-Unis. Donc, dans les facteurs de spirale dépressive, il y a le cas des États-Unis. 2, les marchés financiers. Les marchés financiers, vous le savez, sont de plus en plus volatiles. Et c'est vrai qu'ils ont, un peu comme nous tous, ils ont tardé à réagir. Donc, bien heureusement, depuis la Banque centrale européenne, notamment, a débloqué le 18 mars dernier un plan d'urgence de 750 milliards, un plan de sauvetage colossal qui d'ailleurs a calmé les marchés et qui, d'après un certain nombre d'économistes, pourrait suffire à soutenir les banques, la production et l'emploi. En tout cas, on le souhaite. Et puis, le troisième facteur d'accélération, c'est que quand on analyse la géopolitique, eh bien, par rapport à la crise de 2008, nous ne sommes plus en 2008. En 2008, il y avait une coordination mondiale qui existait entre les chefs d'État du G20 et des responsables internationaux qui étaient des responsables internationaux aguerris. Aujourd'hui, la situation n'est plus la même. On a Trump, on a la Grande-Bretagne qui a quitté l'Union économique, pardon. Donc, nous avons le Brexit et nous avons un Premier ministre qui est à l'hôpital, qui a même obligé la reine Elisabeth à prendre la parole, ce qui n'est auprès du grand public, ce qui n'était fait que 3 fois au préalable durant tout son règne. On a troisièmement des agendas importants. Les agendas chinois, turcs et russes sont adverses aux intérêts européens. On a quatrièmement une chancelière allemande qui est en fin de mandat. On a un président français qui est perçu comme quelqu'un qui gère les crises avec lenteur. On l'a vu avec les gilets jaunes, on l'a vu avec les grèves, et qui, malgré toute sa bonne volonté, n'a pas su aujourd'hui construire des rapports personnels suffisamment fluides avec les autres dirigeants. Enfin, on a une nouvelle patronne du FMI qui a succédé à la fois à M. Strauss-Kahn et à Mme Lagarde, qui est une femme, qui est une Bulgare de 66 ans et qui n'a pas véritablement de sensibilité au sujet de l'euro. D'abord parce que la Bulgarie n'est pas dans la zone euro et donc elle n'a probablement pas la même sensibilité économique que ses 2 prédécesseurs. Et ça, ce manque de coordination que l'on constate est effectivement un facteur accélérateur de la spirale dépressive parce qu'il n'y a pas aujourd'hui de décision concertée. Il y a des décisions qui ont été prises, on va le voir, mais elles ne sont pas concertées. Alors, le soutien étatique à l'économie, il a été intense. Rappelez-vous la phrase de notre président, quoi qu'il en coûte. Et on a vu qu'effectivement, en moins de 20 jours, c'était absolument nécessaire, les États européens ont sorti la grosse artillerie budgétaire avec des dépenses nouvelles. Quelques chiffres, notamment ceux de la France et de l'Allemagne, qui ont tiré les enseignements de 2008 et qui, aujourd'hui, se sont mis dans des dispositions où elles vont prendre tout ou partie de l'activité économique pour éviter les faillites en cascade et l'explosion du chômage dans des proportions qui seront probablement le cas aux États-Unis, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, si on prend 2 chiffres, eh bien, l'Allemagne a mis en place un plan d'aide à hauteur de 3,6% de son PIB et a garanti jusqu'à 24 milliards de garanties de prêts aux entreprises. Parce que vous l'avez compris, le risque, c'est le risque de cash. Aujourd'hui, on a tout un tas d'industries, de secteurs d'activité, d'entreprises qui ne produisent plus, qui n'ont plus aucune rentrée. C'était le cas au mois de mars, ce sera malheureusement le cas au mois d'avril, et qui s'attendent à des mois difficiles. Et donc, c'est comment fait-on pour assurer le minimum de cash pour survivre. Et c'est la raison pour laquelle, en Allemagne, c'est 24 milliards de garanties de prêts pour les entreprises. En France, c'est un tout petit peu plus que 2 fois moins, 12,4 milliards de garanties de prêts bancaires. Et donc, c'est un plan d'aide à hauteur de 1,9% de notre PIB. Et au moment où on se parle, il y a 2,2 millions d'employés qui sont en chômage partiel en France.
Donc, évidemment, ça aura des conséquences pour l'UNEDIC, mais c'est probablement ce qui va aider, et on est un des rares pays à pouvoir le faire, qui va pouvoir aider un certain nombre d'entreprises à survivre. Un autre chiffre, puisque le gouvernement l'a proposé, il y a d'ores et déjà eu 40 000 demandes de report d'impôts. C'est 2 milliards d'impôts que devait encaisser l'État français et qui vont être reportés à la demande donc, des entreprises. Donc voilà pour ce qui concerne le soutien étatique. Alors finalement, la question c'est est-ce que tout redeviendra comme avant? Quelle reprise économique faut-il espérer après le choc que nous venons de décrire? Choc sanitaire d'un côté, choc économique de l'autre. Alors, première question et première réflexion, faut-il véritablement souhaiter que tout revienne comme avant ce choc que, reconnaissons-le, nous n'avons pas du tout vu venir? Alors, une note d'espoir malgré tout dans cette description d'un certain nombre de faits, c'est que la Chine a vu ses émissions de dioxyde de carbone baisser de 75% en février. Donc, la Chine a allégé 150 à 200 millions de tonnes de dioxyde de carbone en février. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait positif pour la planète. Ça correspond à 50% des émissions annuelles de CO2 d'un pays comme la Grande-Bretagne. Et donc, c'est vrai qu'on peut constater nous-mêmes, pour ceux qui sont à Paris, que l'air n'a jamais autant été aussi respirable et que les taches de pollution ont disparu. Donc, c'est au moins un élément positif de ce choc et probablement que ce que l'on peut constater nous amènera à repenser nos modèles économiques et sociaux. En tout état de cause, c'est la première fois que dans une pareille crise, l'humain a été placé avant l'économie et la finance. Alors, quelques prévisions à date, celles qu'on connaît et qu'on peut synthétiser. Donc, le FMI a déclaré que l'économie mondiale serait en récession. Les perspectives d'évolution du PIB mondial devraient baisser de moins 5 à moins 10%. Sachez qu'en France, un mois de confinement, ça correspond environ à 3% de notre produit intérieur brut. Alors, notre PIB, c'est 2000 milliards. Donc, 3 points un mois de confinement, ça correspond à 60 à 70 milliards de récession de notre produit intérieur brut. C'est-à-dire que si on a 2 mois de confinement, eh bien, on pourrait perdre 6% de PIB. On serait d'ailleurs dans les moyennes de la récession mondiale. Autre chiffre, les chiffres annoncés pour la Chine. Pour l'instant, les prévisions font que la Chine ne serait pas tout à fait en récession, serait flat, donc n'aurait pas de croissance de son PIB. Je rappellerai 2 chiffres. Le premier, c'est que l'année dernière, la Chine était en croissance de plus 6,9%. Et lors de la crise de 2008-2009, la Chine avait maintenu une croissance de 9,6%. Donc quasiment un chiffre un double chiffre, enfin, un chiffre en croissance quasiment à 2 chiffres. Donc, vous voyez que la portée de cette crise, elle est beaucoup plus forte que 2008, puisque la plus grande puissance économique mondiale serait, pour la première fois depuis une dizaine d'années, flat en 2020. Donc, on a parlé du plan de relance de la France, de l'Allemagne. On aurait pu parler un petit peu aussi d'Italie et de l'Espagne, mais les États-Unis ont lancé un plan global de soutien aux entreprises et aux ménages, un plan de 2000 milliards de dollars. Donc, je vous donnais l'exemple de ces 1200 dollars par Américain qui gagne moins de 75 000 euros. Et évidemment, ce plan de soutien, il est également mis en place pour les entreprises. L'ONU prévoit une chute de moins 20 à moins 30% du tourisme international en 2020. Je pense que ces chiffres seront supérieurs. Je peux vous donner un chiffre qui date de ce matin, c'est que les prévisions de trafic aérien font qu'on reviendrait à la normale, c'est-à-dire aux chiffres avant la crise du coronavirus qu'en 2022. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on a des terminaux dans le monde entier qui sont fermés, et y compris dans des pays qui sont en train de se réouvrir, on a des pans entiers des aéroports qui sont fermés, et que avant que le trafic aérien et que le trafic reprenne sa vitesse de croisière, il se passera beaucoup de temps, et il y aura un impact très fort évidemment pour tous les pays touristiques, et malheureusement nous en faisons partie. Donc un chiffre sur la consommation, sur les chiffres de l'INSEE, depuis le début du confinement, la consommation a chuté de moins 35% en France.
Et quoi qu'il en soit, tout retour à la normale paraît exclu. Il y aura effectivement plusieurs vagues dans cette reprise qui pourraient se faire par à-coup. On parle de reprise en W, c'est-à-dire qu'après une chute, il y aurait probablement à un moment une relance, mais peut-être une deuxième chute, on l'espère moins violente que la première, avant que les choses redeviennent à la normale. Et donc, on va probablement connaître d'autres cycles, mais on peut aujourd'hui difficilement envisager que tout redevienne comme avant dès la sortie du confinement. L'allongement des chaînes de production sera nécessairement questionné et devrait nous amener enfin à nous interroger sur les conséquences dramatiques. On peut le voir dans un certain nombre de produits qui deviennent aujourd'hui nécessaires, les masques, les médicaments, mais bien d'autres, sur les conséquences de notre désindustrialisation. Et puis, c'est aussi dans notre capacité à éviter l'écueil nationaliste. C'est pour ça que le fait qu'il n'y ait pas de coordination est véritablement un risque, en tout cas un risque pour que la reprise soit plus ralentie. J'aimerais également vous donner un autre chiffre pour vous montrer à quel point le commerce mondial va être impacté. Et on sait tous aujourd'hui que lorsque les échanges internationaux sont en recul, eh bien on est dans les phases de récession. Eh bien, sachez que la Chine, plus les États-Unis, plus l'Union européenne, c'est 45% des échanges internationaux. Donc, vous imaginez que, vu l'impact économique qu'on connaît dans ces trois pays, vous imaginez évidemment les tensions que cela fait peser sur le commerce mondial. Et on voit bien qu'on est aujourd'hui dans une économie interdépendante et que tout ça doit nous questionner sur la sortie de crise. Là aussi, pour finir sur quelques notes positives, ce qu'on peut constater, c'est que finalement, en nous privant de contact, en nous obligeant à nous confiner, eh bien, ce virus aura tout de même eu le mérite de rendre tangible ce à quoi nous croyons tant, le besoin d'être ensemble, le besoin de faire communauté. Encore une fois, c'est la première fois qu'on a décidé que, au-delà des coûts économiques, il fallait d'abord préserver l'humanité, quel qu'en soit le prix et la vie. Contre toute attente, finalement, la distanciation nous a rapprochés. Et si malheureusement on ne peut plus se toucher, eh bien, on se met peut-être à mieux s'entendre. Pardon. Et puis, finalement, par la résilience, l'oralité tient sa vengeance et le besoin de communiquer reste plus fort. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons mis en place ces webconférences, parce que nous avions bien senti qu'il y avait un fort besoin d'échange plus que jamais dans ce contexte. Alors, je vous propose de voir tout de suite quel est le rôle finalement du dirigeant dans ce contexte. Et je voudrais m'appuyer sur les 10 commandements, qui sont les 10 commandements d'un professeur, les 10 commandements en matière de management d'un professeur d'HEC. Et je me permets de vous commenter ces 10 commandements, car ils sont ceux que, en tout cas dans ma propre entreprise, nous essayons de piloter avec les dirigeants. Alors, le premier commandement, c'est d'être prêt. C'est d'être prêt en matière d'organisation, en matière de culture et en matière de trésor de guerre. Donc, il faut être convaincu qu'aujourd'hui, nous avons les meilleures organisations. Nous devons être prêts à nous appuyer sur notre culture et sur, nous l'espérons, les différents trésors de guerre que nous avons. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, plus que jamais, les entreprises vont devoir s'asseoir sur leurs fonds propres et vont devoir préserver de la meilleure façon pour survivre leur trésorerie. Et donc, c'est bien dans tous leurs actifs, c'est bien la somme des actifs aujourd'hui existants qui vont permettre aux dirigeants de se redéployer. Je vous donne un exemple qui est celui des DCF et la réflexion que nous avons eue avec les collègues du comité exécutif, c'est de se dire qu'au pire du pire, si nous devions connaître une crise sans précédent, si nous n'avions plus au sein de la fédération les ressources nécessaires, en tout cas les cash flows nécessaires issus à la fois de nos cotisations ou de nos recettes de sponsoring, bien évidemment, on espère que ça n'arrivera pas. Aujourd'hui, nous avons des fonds propres et par exemple, on pourrait vendre nos locaux et de la plus-value que nous réaliserions, nous pourrions potentiellement sauver la fédération. Évidemment, on n'en est pas là. C'était une illustration des décisions que les dirigeants doivent être prêts à prendre
Et pour ça, il faut qu'il le soit, il faut que chacun soit prêt à prendre les bonnes décisions. Deuxième commandement, c'est de dire la vérité. De dire la vérité à toutes ces parties prenantes. Donc, dans les parties prenantes, il y a les fournisseurs, il y a évidemment les clients, il y a les équipes. Je pense que dans des moments aussi, des moments de vérité, eh bien, il convient de dire la vérité, d'être le plus transparent possible. Le troisième, c'est d'être capable d'absorber la peur. Peut-être que si nous avions eu davantage peur, eh bien, nous aurions pu mieux anticiper ce qui est en train de se passer. Donc, la peur, c'est une émotion qui, souvent, peut nous éviter les plus grandes catastrophes. Et là, il est force de constater que peut-être, en l'occurrence, nous n'avons pas suffisamment eu peur de cette crise du Covid 2019 et des conséquences qu'elle pourrait avoir pour nos organisations, nos entreprises. Et on voit bien que nous n'y étions que peu préparés au vu de la panique qui est générée. Et donc, en tant que dirigeant, on doit effectivement avoir la bonne peur, absorber la peur. Ça fait partie intégralement de notre rôle. Alors, si on poursuit dans ces 10 commandements, il y en a un qui est important, qui est un peu cynique, mais qui est celui de faire l'unité. De faire l'unité partout et tout de suite. Dans des moments comme ceux que nous traversons, il faut s'assurer d'avoir l'unité de ses équipes. N'oublions jamais que la crise est souvent le temps des trahisons et que donc, dans des pareils cas de situation, il faut s'appuyer sur des équipes solides et unies. Donc, ne perdons pas de temps pour faire l'unité partout et tout de suite. La sixième, c'est une règle de gestion qu'il faut… la cinquième, alors c'est celle que vous avez probablement, pour ceux qui étaient sur le call avec la conférence avec Philippe Guébillet, évoquée, c'est qu'il faut malgré tout choisir l'optimisme. Choisir l'optimisme parce que l'optimisme est encore plus contagieux que le coronavirus lui-même. Donc, c'est vous dire à quel point il est très, très contagieux. Donc, dire la vérité, être prêt, absorber les peurs, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être optimiste, mais c'est d'être à la fois réaliste sur la situation que nous vivons, mais optimiste sur la sortie de crise et la façon dont nous sommes capables de nous réinventer et de nous redimensionner si besoin était. Donc, choisir l'optimisme en 5. En 6e, c'est chasser le gaspille. Le gaspille tout de suite. Parce qu'on l'a vu, les recettes, et nous sommes bien passés pour le savoir, nous les commerciaux, le chiffre d'affaires, les revenus sont sous tension. Il est donc plus que nécessaire de couper tout ce qui peut l'être. Non pas ce qui est essentiel, mais tout ce qui est superflu. Et je le dis, la publicité n'est pas superflue. La publicité, c'est un investissement. Donc, il faut faire attention avant de la couper. Mais en tout cas, chasser le gaspillage. On sait tous que être fit en période critique, eh bien, ça permet, ça aide à survivre. Le 7e commandement, c'est la thérapie de l'action. Parce que rien ne serait pire que de ne pas agir. Et l'inertie, elle tue en période de crise. Donc, il faut prendre les décisions et il faut prendre des décisions, il faut agir et donc développer la thérapie de l'action. Le 8e commandement, c'est de se réinventer et se réinventer en respectant son ADN. Le risque, ce serait de vouloir changer en ce moment de modèle économique, de changer tout un tas de choses. Non, la période n'est pas propice à cela. Il faut se concentrer sur ses forces, son ADN, et ce n'est pas le moment de changer de business model ou d'être trop audacieux en matière d'organisation. Le 9e, c'est de faire un pari sur l'avenir. Et l'avenir, ce n'est pas seulement les 20 prochaines années, ce n'est pas seulement les 20 prochains mois, mais c'est aussi les 20 prochains jours. Donc, en fixant des objectifs cohérents, des objectifs smart, échéancés à ses équipes pour que concrètement, tous les jours, les actions entamées génèrent un résultat et un résultat qui soit positif, un résultat qui soit mesurable dans cette période si singulière et si particulière. Et enfin, le 10e, vous le connaissez tous, eh bien, c'est l'exemplarité du leadership parce qu'un leader, c'est quelqu'un qui montre l'exemple. Et c'est vrai qu'on sait que dans les périodes comme celles que nous traversons, en tout cas dans les crises précédentes, dans les crises en général, le sujet clé, c'est celui de la vitesse. Ne pas tarder à prendre les bonnes décisions, la thérapie de l'action. Il faut prendre des décisions difficiles et ne pas tarder à les prendre. Plus on attend, plus les décisions seront difficiles à prendre. Donc, il y a des
phrases, il y a des formules. Hein, il vaut mieux se couper un doigt qu'une main, une main qu'un bras, etc., etc., etc. Donc, n'hésitez pas à prendre des décisions rapides. Alors, on l'a vu, les commandements, c'est bien de se les rappeler. Et finalement, quand on fait un focus sur le dirigeant commercial, quelle est la spécificité du dirigeant commercial? Alors, tout à l'heure, j'évoquais le fait que les DCF étaient nés en 1930, un an après la crise, quelques mois après la crise de 1929. Il n'est pas non plus inintéressant de constater que le club DCF premier, qui a été créé avec l'ami Charles Battista, il a été fait en 2009, juste après où on était encore dans la crise de 2008 et de ses conséquences. Et, et pour démarrer le club DCF premier, la première conférence, qui était un peu la conférence qui a permis de lancer le club, elle était animée par Philippe Gabillet, que vous avez ressollicité la semaine dernière. Et je me souviens toujours de cette recommandation de Philippe Gabillet, de cette magnifique conférence. Il nous disait, le dirigeant commercial, eh bien, dans cette période de crise, il est peut-être un peu moins dirigeant et un peu plus commercial. Donc, ma recommandation, et en tout cas, j'essaie de l'appliquer au quotidien, c'est qu'on ne peut pas se cacher. Dans des moments comme ceux que nous traversons, on ne peut pas se cacher parce que, un, on est un dirigeant, et donc c'est l'exemplarité du leadership. Deux, parce que la fonction commerciale, elle n'a jamais été aussi prégnante que dans les périodes de crise, dans les moments où finalement tous les regards se portent sur elle, parce que la grande crainte, c'est la crainte du revenu. Qu'est-ce qui va se passer? Quelles vont être les conséquences sur le chiffre d'affaires? Et donc, les feux sont braqués sur les commerciaux, les feux sont braqués sur les équipes de vente pour que, justement, elles génèrent les meilleurs résultats possibles. Donc, à chaque fois qu'on est en période de crise, c'est une vraie opportunité pour valoriser la fonction commerciale. Donc, on s'en serait bien passé de cette crise, mais elle porte un éclairage sur nos métiers, sur la complexité de nos métiers, sur la valorisation de nos métiers. Et donc, là, mesdames, messieurs, il faut que nous soyons en première ligne. En première ligne dans nos entreprises, au sein des comités de direction, en première ligne avec nos clients, au contact hyper étroit de nos clients. C'est la recommandation de notre ami Philippe. Être vraiment, ne pas oublier d'être un commercial. Et évidemment, en soutien et en première ligne. On ne peut pas demander à nos équipes d'aller au front si nous-mêmes, on est cachés. Donc, on ne peut pas se planquer. On doit être hyper présent. Hyper présent dans l'entreprise pour accélérer les changements et les transformations qui sont nécessaires. En première ligne, auprès des membres du comité de direction, auprès des actionnaires, en lien hyper étroit avec nos clients. Ce n'est pas le moment de se planquer et nos clients, on en a besoin. Il faut les choyer, il faut les chouchouter et avoir un discours de vérité, comme on l'a dit avec eux, mais faire en sorte que l'impact de cette crise il soit le moins possible prégnant pour nous et peut-être un peu plus pour nos concurrents parce qu'il y aura des morts dans cette crise. Il ne faut pas s'en cacher. Et puis évidemment, on soutient nos équipes parce qu'elles ont besoin d'être soutenues. Et même si on doit avoir le discours de la vérité, c'est avec elles qu'il faut avoir ce discours optimiste et faire un pari avec nos équipes sur l'avenir. Voilà les idées que je voulais partager avec vous cet après-midi. Et en deux mots, revenir sur le sens de l'engagement DCF pour vous donner très rapidement, en tant que membre DCF, un récap des décisions que nous avons prises. La première étant évidemment de protéger nos salariés. Donc, évidemment, aujourd'hui, tous sont en télétravail, mais ils sont aujourd'hui… on a voulu maintenir notre capacité opérationnelle et les 4 collaborateurs de la fédération sont certes en télétravail, mais tous joignables au téléphone ou par mail et sont absolument à votre écoute pour accompagner votre quotidien. Je vais laisser maintenant Françoise vous rappeler très rapidement les actions qui ont été mises en place par la fédération et je finirai par vous dire 2-3 mots sur notre futur congrès. Donc, en effet, ce contexte nous a donc obligés à réfléchir à une autre façon de communiquer et d'être encore plus proche de nos membres. Et donc, nous avons ouvert un espace collaboratif, un drive commun où tous les présidents peuvent aller glisser leurs initiatives et les autres peuvent aller puiser dedans pour avoir des idées, pour animer pendant cette période de confinement les associations, les membres. Donc, ça marche très fort. On a pas mal d'idées, d'initiatives intéressantes. Donc, je vous invite à aller consulter le drive, ça peut vous aider. Ensuite, on a eu l'idée aussi de lancer un nouveau baromètre sur la fonction commerciale durant le confinement. L'étude est partie il y a maintenant une dizaine de jours. Donc, cette semaine est prévue les premiers résultats
Et comme c'est une enquête que l'on veut faire donc, et mettre à jour toutes les semaines, le questionnaire va repartir également et je vous invite donc à le compléter pour qu'on puisse avoir plus d'infos et au fil des semaines de confinement en fait. Ensuite, donc, on a lancé ces webconférences. Ce soir, donc, c'est la seconde. Demain, donc, nous aurons Christophe Hague. La semaine prochaine, nous avons prévu Philippe Cahen. Ensuite, Malène Ridal. Et fin de mois, Philippe Gabillet. Il est évident qu'après, nous continuerons ce type d'expérience parce que ça a l'air de bien convenir à nos membres et nos présidents. Également, en prévision, une newsletter pour les juniors qui devrait partir cette semaine. Voilà. Jean? Bien, merci beaucoup Françoise. Donc, avant de vous parler du congrès, je voudrais vous dire, et c'est une réflexion que l'on partage beaucoup avec Charles et qui avait déjà été la nôtre au moment de la création du club DCF, du club DCF premier, aujourd'hui donc réuni au sein du Grand Paris, c'est que on pourrait se dire finalement, est-ce que c'est prioritaire de continuer à s'investir dans des clubs de réflexion dans des moments tels que ceux que nous traversons. Et c'est vrai que on va avoir la pression des directions financières pour faire la chasse au gaspillage. Et c'est vrai que on a tous, malgré tout, dans nos budgets, des dépenses que l'on peut couper. Mais s'il y en a une qu'il ne faut pas couper, c'est celle de l'adhésion à un mouvement comme le nôtre. Pourquoi ? Parce que dans ces périodes-là, on a vraiment besoin d'échanger. On l'a vu tout à l'heure dans les 10 commandements, on a des décisions à prendre, on a des actions à prendre et on est souvent seul. Et le dirigeant commercial, le directeur commercial est souvent un homme seul. Donc avoir l'opportunité de pouvoir partager avec ses pairs qui vivent les mêmes choses, parce que non seulement on est quasiment tous impactés par, très peu sont les secteurs d'activité qui sont épargnés. Cette crise, elle est universelle. Et ça, c'est ce qui en fait d'ailleurs sa singularité. Donc, on est tous en profond questionnement. Et avoir cette opportunité de pouvoir réfléchir ensemble, de pouvoir échanger, de rompre cette solitude du dirigeant, c'est une absolue nécessité. Et jamais l'adhésion à un mouvement comme le nôtre n'a été aussi indispensable. C'est la raison pour laquelle il faut aussi s'adapter et en cette période de doute, de grands questionnements, pouvoir être aidé et pouvoir être assisté à la fois en interne par l'expertise et l'expérience des uns et des autres, mais aussi évidemment avec l'aide des meilleurs spécialistes, quels qu'en soient les sujets. Et je me faisais cette réflexion personnelle. J'ai la chance aujourd'hui de pouvoir échanger avec pas mal de collègues dans un certain nombre de géographies. Et là aussi, ce qui singularise cette crise, c'est qu'elle est mondiale, c'est qu'elle est universelle, puisqu'on a 50% de la population aujourd'hui qui est confinée, et que, on se faisait la réflexion entre nous qu'on n'avait jamais autant collaboré que depuis l'existence de cette crise. Et ça fait 55 ans que l'entreprise existe. Alors, peut-être pas 55 ans qu'on est présent dans tous les pays, mais en tout cas, on n'a jamais autant échangé entre pairs que ces derniers jours, j'ai envie de dire. Et oh que c'est nécessaire, et oh que c'est indispensable. Et donc, finalement, c'est assez paradoxal qu'il faut l'avènement de crise pour qu'on se parle davantage, on partage davantage. Donc, évidemment, c'est la raison d'être d'un mouvement comme le nôtre et de clubs et d'associations comme les nôtres. Tout ça pour vous dire, et pour faire la transition avec le congrès, on avait prévu donc un congrès à Clermont-Ferrand sur le thème culture et développement. Donc, nous avons pris la décision, sage me semble-t-il, de décaler le congrès l'année prochaine. Donc, vous pouvez tout de suite noter les futures dates, 10, 11 et 12 juin 2021. 10, 11 et 12 juin 2021. La plénière étant le vendredi 11 juin. Donc, il y a une journée à bloquer dans vos agendas. C'est celle du 11 juin. La bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir conserver tous les lieux du congrès. Et je les avais visités et croyez-moi, ils sont en parfaite adéquation avec ce qu'on veut faire. Et puis l'autre très bonne nouvelle, c'est que nous avions beaucoup avancé sur le programme. Et aujourd'hui, au moment où on se parle, 100% des historiens, des poètes, des professeurs de management, des économistes, des dirigeants d'entreprise dans l'univers de l'édition littéraire, de la production de spectacles, de l'édition du cinéma, industrie qui d'ailleurs va être très touchée par cette crise, je fais une petite parenthèse. Eh bien, tous ces intervenants
nous ont confirmé qu'ils seraient là dans un an à Clermont-Ferrand pour partager leurs réflexions avec vous. Donc, je pense que le thème culture et développement, il sera encore plus pertinent qu'aujourd'hui. D'abord parce que les commerçants n'ont jamais autant eu besoin de culture, parce que la culture, c'est une industrie. C'est une industrie qui soutient la croissance de notre produit intérieur brut. C'est une industrie d'avenir. C'est une industrie qui va être fracassée pour certains par cette crise économique, qui va devoir se réinventer et qui aura besoin de développement. Parce que c'est vrai qu'on est un pays qui a toujours voulu opposer les deux, hein, le développement économique et le développement de la culture. Donc, si on peut se réjouir en France de notre exception culturelle, c'est le modèle économique de cette exception culturelle qu'il faudra repenser et donc revisiter. Et c'est dans un an, mais vous voyez que les choses arrivent très très vite. Et donc, voilà, je voulais vous apporter cette information, mais d'ores et déjà, vous inviter à être présent. Donc, vous pouvez aussi, pour ceux qui étaient présents à Nantes, mais ou ceux qui n'y étaient pas, nous allons le développer. Mais sachez que sur la chaîne YouTube des DCF, vous pouvez retrouver toutes les interventions de ceux qui nous avaient prodigué leurs bons conseils il y a un an à Nantes. Il y a 2 ans à Nantes, il y a 2 ans, pardon, sur le thème de la métamorphose du management. Et c'est vrai que ce soit le management à distance, que ce soit les nouvelles façons de s'organiser, de penser la motivation, de penser l'engagement des collaborateurs, on en a cruellement besoin aujourd'hui. Vous avez accès à toutes ces interventions. Elles ont été enregistrées et elles sont disponibles sur la plateforme YouTube des DCF. Donc, on va continuer à animer la communauté de nos membres. Jamais on n'a autant eu besoin d'échanger et il nous faut d'ores et déjà anticiper cette reprise. Nous serons, nous, les directeurs commerciaux, les dirigeants commerciaux, en première ligne pour relever le challenge et sortir le plus vite possible de cette crise. C'est tout le mal que je vous souhaite et je vous remercie toutes et tous pour votre attention et ce partage. Merci beaucoup et je redonne la parole à Françoise. Françoise. Jean, oui, quelques questions qui ont été posées, je te les donne. Donc, Andy de Neuville, est-ce que le mode de calcul est le même dans chaque pays? C'était au début de ta conférence. Pardon? Est-ce que le mode de calcul est le même dans chaque pays? C'était au début de ta conférence, donc oui. Alors, bon, là, moi, je ne suis pas scientifique ni médecin. Tous les chiffres qu'on vous a communiqués sont des chiffres qui viennent de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, c'est le rôle de l'OMS, en fait, aujourd'hui, de rassembler les chiffres. Évidemment, je pense, enfin, mon avis personnel, c'est que la réponse est dans la question. On peut évidemment imaginer que les éléments de comptage ne sont pas tout à fait les mêmes dans toutes les géographies et qu'il y a un certain nombre de pays qui sont moins organisés, moins structurés, les systèmes de santé sont moins centralisés et qu'effectivement, le comptage, il est extrêmement aléatoire. Et puis, on peut aussi imaginer, y compris dans un pays comme le nôtre, que tout n'est pas comptabilisé, puisqu'il y avait la question notamment en France au travers des EHPAD. Est-ce que les gens qui décèdent en EHPAD aujourd'hui, à partir du moment où on ne teste pas tout le monde, il y a peut-être des gens qui décèdent aujourd'hui sans qu'on sache s'ils le sont par le coronavirus ou pas. Donc, j'ai envie de dire que finalement, ce n'est pas très important. Enfin, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que dans un monde interdépendant comme celui d'aujourd'hui, ça veut dire que personne n'est épargné et qu'on ait eu la naïveté de penser que pourtant nous étions informés de ce qui se passait en Chine et que nous n'ayons pas pris, mais nous-mêmes, je ne parle même pas là de nos gouvernants, mais regardez, on s'est tous réunis, enfin on ne sait pas tous malheureusement, mais on était nombreux pour fêter les 90 ans des DCF et on n'a pas évoqué ces sujets-là. Regardez tous les dirigeants qui sont intervenus, on n'a quasiment pas évoqué le sujet de cette pandémie. Donc, on était dans le déni. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde interdépendant, on est dans un monde totalement globalisé, que le virus, lui, ne connaît pas les frontières, qu'à partir du moment où on est dans un monde globalisé, eh bien, il était utopique de penser que effectivement, cette crise ne deviendrait pas une crise mondiale. Aujourd'hui, on le sait, elle touche tous les continents. Alors, on l'a vu, hein, il y a des taux d'infection qui ne sont pas tout à fait les mêmes, il y a des taux de létalité qui ne sont pas les mêmes, parce que les systèmes de santé ne sont pas les mêmes, mais on voit aussi la fragilité
notre propre système de santé. Pour tous ceux qui sont dans l'Est de la France, on a vu à quel point il était nécessaire d'aller amener certains de nos malades, par exemple en Allemagne, où il y a beaucoup plus de lits en réanimation qu'on en a dans un pays comme le nôtre. Et je ne vous parle pas d'un pays comme les États-Unis, où le système de santé n'a absolument rien à voir avec le nôtre. Donc, on voit bien qu'il y a des grandes différences, des grandes disparités selon les pays, que les impacts seront très lourds, très lourds, d'abord d'un point de vue sanitaire, mais évidemment aussi d'un point de vue économique et social. Jean, une autre question. Samuel, oh, ça résonne. Attends. Oui. C'est mieux? Oui. Alors, Samuel Balichard, quels outils, méthodes privilégiez-vous pour maintenir le lien commercial avec ses clients? Alors, écoutez, moi, je peux vous parler de ce qu'on vit tous les jours. Moi, en tout cas, nous, ce qu'on demande à nos équipes commerciales, c'est évidemment de rester en contact avec tous leurs clients. Donc, évidemment, de les appeler. Donc, pour ça, il y a le téléphone. Pour ceux qui sont dans des entreprises qui sont organisées, il y en a beaucoup qui sont aujourd'hui en télétravail, effectivement, c'est de faire des réunions via ces outils modernes de communication. Actuellement, on est sur Zoom. Bon, nous, chez JCDecaux, on utilise Teams. Mais c'est vraiment de multiplier les réunions avec ses clients. On sait que l'empathie, c'est ce qui caractérise les bons commerciaux. Je pense que nos clients vivent des situations extrêmement difficiles. Je pense qu'il est essentiel de les écouter, de les laisser clarifier leurs besoins, leurs demandes, et de voir de quelle manière on peut y répondre, évidemment le plus favorablement possible, tout en préservant nos propres intérêts. Mais je pense qu'effectivement aujourd'hui, par téléphone ou par vidéoconférence, il est essentiel que tous les commerciaux soient extrêmement près de leurs clients. Je pense que ce serait dramatique. Par exemple, chez JCDecaux, on a mis en place des mesures on y était contraints, qui sont de survie, des mesures de chômage partiel. Donc, certaines catégories de nos commerciaux sont en chômage partiel, mais jamais intégral. C'est-à-dire qu'on leur laisse à minima un temps nécessaire de quasiment 2 heures par jour pour garder le contact avec leurs clients et préparer, non seulement gérer les cas de figure d'aujourd'hui et des semaines qui viennent, mais évidemment préparer le retour à l'activité, parce que effectivement, plus on se mobilisera pour que la croissance redémarre, pour que l'appareil productif redémarre, et plus vite on sortira de cette crise. Donc, mon conseil, c'est effectivement d'être en première ligne avec ses clients, nous-mêmes les dirigeants, de rester en contact avec nos grands clients, de faire en sorte qu'ils se sentent épaulés, soutenus, compris, et que finalement, moi, je pense que, en tout cas dans un grand nombre de secteurs d'activité, les clients vont devoir faire des arbitrages avec leurs fournisseurs. Ils ne pourront, parce qu'ils devront faire globalement des économies, et qu'il est important que ce soit plutôt nos entreprises qui soient les fournisseurs préférés, les partenaires, comme le mot partenaire est souvent galvaudé. Il va prendre tout son sens dans cette période de crise. En tout cas, je pense que maintenir sous une forme ou sous une autre la relation avec ses clients, elle est absolument indispensable. Et que tous les commerciaux qui se seront cachés pendant cette crise vont payer très cher à la sortie. C'est ce que je pense sincèrement. Oui. D'autres questions, Françoise? Oui, une autre question. Quid de la prospection? Alors, oui, je sais que c'est un vrai sujet, parce que j'ai vu d'ailleurs que Michael Aguilar était comment dirais-je, sursollicité de ce point de vue-là. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Là aussi, je pense que nos commerciaux doivent se réorganiser, et probablement que dans la façon de contacter de nos clients, demain, on utilisera davantage les nouveaux outils et un peu moins les anciens. Que cette crise, elle va accélérer d'autres modèles
d'interaction avec nos clients. Et la prospection en fait totalement partie. Et que, alors, ce qu'il faut, c'est avoir le bon, être time to market, c'est-à-dire solliciter nos clients et les prospects quand ils en ont besoin. Mais ils en ont besoin. Cette crise va faire naître, comme dans toute menace, il y a des opportunités. Et cette crise, voilà, il y a des secteurs d'activité, par exemple, nous, on a identifié qu'il y a un certain nombre de secteurs d'activité qui vont plus souffrir que d'autres. Il y a des secteurs qui, aujourd'hui, pour lesquels c'est une vraie opportunité. Imaginez justement toutes ces entreprises qui ont besoin qui développent, qui nous permettent de développer ces modes de communication à distance. Je pense que, et d'ailleurs Bouzou l'a dit dès le début de cette crise, il va y avoir une explosion de toutes les entreprises qui vont amener de la connaissance, du savoir à distance, dans la formation. Je pense qu'effectivement, nous, on voit bien que dans notre portefeuille clients, il y a des secteurs qui sont beaucoup plus impactés que d'autres. Et que donc, cette crise va faire naître des opportunités. Et c'est maintenant, c'est d'ores et déjà qu'il faut prospecter. Et par exemple, je vous donne un dernier exemple très concret. Nous venons, vous pouvez d'ailleurs les consulter sur notre site internet, mais nous venons de lancer des offres à destination des clients et des prospects en sortie de crise, parce qu'il y aura probablement des opportunités et certains secteurs auront besoin de redémarrer très très vite et de faire connaître leurs nouveaux produits, leurs services. Donc, je pense qu'il faut évidemment profiter de cette période où on a un peu à la fois cette chance d'être en réflexion et de cibler ses actions, mais la prospection en fait évidemment partie, dès lors qu'elle est parfaitement ciblée et qu'on s'adresse à la bonne cible au bon moment. Prospecter tout azimut, ce serait une erreur grave. En revanche, prospecter des secteurs d'activité pour lesquels on a identifié des opportunités au préalable et dont on sait qu'on peut apporter une solution à forte valeur ajoutée, eh bien, c'est fort utile. Le tout étant de savoir à quel moment le faire. Mais ça, ce sont les mêmes règles de prospection qui s'appliquent. Alors, c'est vrai qu'on aime tous le one-to-one, et vous imaginez bien que le trafic mondial ne va pas reprendre son niveau d'avant-crise tout de suite et que probablement, on va de plus en plus commercer, négocier à distance via des outils comme celui qu'on utilise aujourd'hui. Il faut reconnaître qu'ils marchent super bien, ces outils, et on était peut-être un peu réticents à les employer, mais qu'aujourd'hui, ce sont de vraies opportunités. Donc, je pense qu'on a aujourd'hui la technologie, elle nous permet aujourd'hui de maintenir des relations en proximité avec nos clients et avec nos prospects. Une dernière question? Avec plaisir. Alors, de Yann Dufouloir, ce qui m'inquiète à la reprise, certainement avec une activité faible pendant plusieurs mois, comment va-t-on pouvoir tenir et faire face? Point d'interrogation, aide véritable, point d'interrogation. Alors, la première des choses, on a peut-être oublié de le dire sur cette webconf, et on va y travailler. On va mettre à votre disposition, dans les différents outils que vous a évoqués Françoise, la somme de toutes les mesures qui ont été mises en place par, j'ai envie de dire, pas seulement l'État, mais également les collectivités territoriales, qu'elles soient régionales ou locales, et qui sont à la disposition de tous les types d'entreprises. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut absolument, mon conseil, c'est que vous n'hésitiez pas, toutes et tous, en fonction de la taille de votre entreprise, de ses spécificités, de ses emplacements, à saisir toutes les perches qui vous sont tendues. Donc, demandez à vos conseils. J'espère que vos cabinets d'expertise comptable sont vraiment au fait de tout ce qui est mis à votre disposition, mais qu'il s'agisse effectivement des aides concrètes, des garanties de prêts, des reports de TVA, des reports de paiement des charges, des reports fiscaux. Il faut saisir toutes les opportunités, toutes. Et il y en a quand même un très, très grand nombre. Alors, il y a eu beaucoup d'ordonnances, il y en a des nouvelles. On fait en sorte de vous les synthétiser. Et vraiment, moi, mon conseil, c'est que personne n'hésite à faire appel à toutes les mesures à votre disposition pour sauvegarder tout simplement votre activité. Donc ça, c'est déjà la première des choses. Et couper toutes les dépenses qui sont des dépenses, gardez le cash, gardez votre cash pour ce dont vous avez impérieusement besoin, notamment évidemment de pouvoir payer vos équipes. Je le disais, la chasse au gaspillage, ça fait partie des 10 commandements. Se réinventer, se redimensionner. Le chômage partiel. Attendez, le chômage partiel, il y a encore des entreprises qui n'en ont
Il y a eu 22 000, il y a eu énormément de demandes, il y a énormément de gens qui sont aujourd'hui en chômage partiel. Le chômage partiel, il peut continuer, il va continuer. Donc, ne pas hésiter. Il y a des entreprises qui vont être sauvées parce qu'elles mettent en place des mesures de chômage partiel. Donc, c'est une opportunité de disposition. Il faut la saisir. Il vaut mieux aujourd'hui avoir recours au chômage partiel que devoir licencier drastiquement dans les semaines ou dans les mois qui viennent, ou de mettre en place des plans sociaux. Peut-être qu'il faudra mettre des plans sociaux, mais avant ça, il y a le chômage partiel. Donc, faites-le, n'attendez pas, et faites-le dans des taux qui sont les plus, vous pouvez les moduler, qui vous permettent de sauvegarder vos boîtes. Enfin, attendez, là, il s'agit de la survie de vos boîtes. Donc, saisissez, toutes les aides qui sont à votre disposition. Deux, profitez-en pour non pas réinventer votre modèle économique, mais vos modes d'organisation. Et puis, oui, ça va être très difficile. Oui, la sortie de crise va être très difficile. Croyez-moi, il n'y a pas seulement les petites entreprises et les TPE, les PME qui sont touchées. Je peux vous assurer que le cash, il est indispensable aussi quand vous êtes dans un grand groupe. Et moi, je le vois au travers, un côté de mon entreprise, mais surtout de mes clients. Et pour avoir des grands clients internationaux, des grands clients nationaux, la course au cash, c'est une course contre la montre. Et certains coupent et se mettent en mode survie. Donc, ne croyez pas que vous êtes isolé. C'est valable pour tout le monde. Tout le monde souffre terriblement. Je ne peux pas vous donner les exemples de ce que je vois au quotidien, mais tout le monde est touché, tout le monde est impacté. Donc, évidemment, saisir toutes les opportunités d'aide et sans en oublier aucune. Et là, tant pis, c'est la survie. Et deux, en essayant de faire redémarrer la machine le mieux possible et dans sa forme la plus essentielle. Hein, c'est le plus agile qui survivra. Et donc, il ne faut pas hésiter à plutôt se couper un doigt qu'une main est plutôt une main qu'un bras. Même si c'est dur, quand l'activité redémarrera, eh bien, on pourra réembaucher. Mais en attendant, il faut couper tout ce qui doit être coupé. Voilà quel est mon conseil. Plus de questions à cet instant précis. Donc, on va remercier Jean pour son intervention. On va donc vous redonner rendez-vous pour demain soir, pour la prochaine webconférence. J'espère que vous êtes déjà inscrits. Le lien est reparti ce matin, en fin de matinée, donc vous pouvez vous réinscrire. Je vous dis au revoir à tous et encore merci pour votre participation. À très bientôt. Merci beaucoup à toutes et à tous et keep safe.